Aïcha a fui la Guinée en 2019 après 5 fausses couches. Pour sa belle famille et le voisinage, elle était stérile ou sorcière. En fait, la jeune femme était diabétique. Désespérée face aux médisances et conflits familiaux, cette jeune diplômée en hôtellerie a voulu juste disparaître de son pays. Elle prend contact avec une ancienne amie ayant visiblement réussi en Libye, qui lui fait miroiter un succès similaire et demande de la rejoindre. Mais dès son arrivée, c'est le cauchemar total. Elle m'a exploitée. Elle a beaucoup profité de moi, au fait. Elle a profité de moi, de mon innocence. Les femmes souffrent. On vous viole n'importe comment. S'il y a un garçon qui veut s'opposer, on le tue. Les hommes venaient ivres. Je préfère ne pas me souvenir, raconte Aïcha, encore tremblante. J'ai cru que ma vie était foutue. Après 3 mois de calvaire, un Libyen vient à son secours. Lui aussi, il était venu pour les mêmes causes, mais quand il a vu mon état de santé, ma situation, donc il a eu pitié de moi, il m'a aidé. C'est là il a menacé ma copine. Quand il a menacé ma copine, il m'a emporté avec lui. Donc il m'a envoyé à la gare de Tunisie. Soignée pour son diabète, elle a fini par accoucher fin 2020 d'une petite fille, Merveille. Elle rêve désormais d'Europe, mais pas question pour Aïcha de retourner en Libye. Envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, l'actrice américaine Angelina Jolie est venue soutenir ce dimanche des milliers de réfugiés maliens ayant fui la violence djihadiste dans le camp de Koudébou dans le nord-est du Burkina Faso. Cette visite entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés célébrée chaque 20 juin. La vérité est que nous ne faisons pas la moitié de ce que nous pourrions et devrions faire pour trouver des solutions permettant aux réfugiés de rentrer chez eux ou pour soutenir les pays d'accueil comme le Burkina Faso. Pendant des années, nous n'avons reçu qu'une fraction de l'aide humanitaire nécessaire pour fournir un soutien et une protection de base. Le fardeau retombe sur les personnes déplacées qui se voient voler leurs droits, leur vie et leurs chances. Depuis 2012, j'ai quitté au Mali, à Boni. Moi, avec mes enfants, j'ai 2 enfants. J'ai venu ici, sans famille et sans mari. En mars 2020, après une nouvelle attaque contre le poste de sécurité du camp de Koudébou, situé près de Dori et qui abritait jusqu'à 9000 réfugiés, ceux qui étaient restés après de précédentes attaques avaient dû fuir à leur tour, occasionnant la fermeture de fait de Koudébou. Depuis décembre, les autorités burkinabées et le HCR ramènent les réfugiés dans ce camp après avoir renforcé le dispositif sécuritaire avec davantage de personnel militaire, plus de patrouilles et à terme la construction d'une caserne. Entre décembre et juin, près de 11 000 personnes venant de villes du nord du Burkina Faso sont revenues à Koudébou selon le HCR. Un total de 69 personnes ont été poursuivies devant la justice algérienne, soit en comparution immédiate, soit après enquête, pour des violations de la loi électorale lors des législatives anticipées du 12 juin dernier. Le ministère de la Justice qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué a précisé que parmi ces personnes, 35 ont été écrouées et 10 autres placées sous contrôle judiciaire. Certaines personnes dont le nombre n'a pas été précisé ont été condamnées à des peines de 6 à 18 mois de prison ferme, accompagnées d'amendes. Dans le cadre des efforts visant à assurer la régularité des élections législatives, des mesures judiciaires ont été prises à l'encontre des contrevenants aux dispositions de la loi électorale, donnant lieu au placement de 35 personnes sous mandat de dépôt et 10 autres sous contrôle judiciaire, a déclaré le ministère. Il leur reprochait notamment d'avoir distribué le jour du scrutin des documents en lien avec la campagne électorale, d'avoir perturbé le fonctionnement d'un bureau de vote et d'avoir offert des dons en numéraire aux électeurs pour influencer leur vote. Le communiqué fait également état de vol de bulletins de vote. Les infractions sont sévèrement punies par la nouvelle loi électorale promulguée en mars,
qui prévoit des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion, notamment pour les actes de destruction ou d'enlèvement des urnes. Le texte prévoit aussi des sanctions pénales contre toute tentative d'influencer le vote par don ou promesses de dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d'emploi public ou privé ou d'autres avantages particuliers. Est également puni d'une peine de 3 mois à 1 an d'emprisonnement quiconque aura tenté d'influencer un électeur par la menace. Les Éthiopiens ont voté en nombre et dans le calme lundi. C'est lors d'élections législatives censées apporter une légitimité au Premier ministre Abiy Ahmed, à l'image entamée par la famine en cours dans la région en guerre du Tigré. Initialement prévu pour fermer à 18h heure locale, soit 15h GMT, les bureaux de vote ont finalement clos à 21h heure locale, soit 18h GMT, les autorités ayant annoncé une prolongation de dernière minute face à l'affluence observée en certains lieux. Les premiers résultats d'ensemble ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Bien que ce double scrutin législatif et régional n'ait pu se tenir sur tout le territoire du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, il constitue le premier test électoral pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier, 44 ans, avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique, rompant ainsi avec ses prédécesseurs. Désigné à l'époque à la tête du gouvernement, il souhaite obtenir l'onction populaire qui lui fait défaut. Mieux implanté, son parti de la prospérité reste toutefois le grand favori pour remporter une majorité. En Éthiopie, les députés élisent le Premier ministre qui dirige le gouvernement. La volonté du peuple éthiopien sera garantie, a déclaré Abiy Ahmed depuis sa ville de Béchassa où il a voté. Cela permettra de garantir l'aspiration de l'Éthiopie en tant que nation souveraine et de faire échec aux intentions néfastes de ceux qui nous veulent du mal, a-t-il ajouté. La commission électorale a rapporté des incidents, notamment des actes d'intimidation de représentants de partis, dans les régions de l'Amhara et du SNNPR au sud et de l'Afar. Internet, réseaux sociaux et télécommunications ont fonctionné normalement en cette journée redoutée sensible, rompant avec les habitudes des autorités qui n'hésitent pas à opérer des coupures pour prévenir toute violence ou déstabilisation. Je pense que les élections de cette année sont différentes des précédentes parce que de nombreuses personnes sont inscrites pour voter tôt le matin jusqu'au soir. Deuxièmement, elles ont attiré l'attention des médias plus qu'auparavant. Les gens ont voté pour celui qu'ils voulaient, même si nous ne connaîtrons le résultat complet qu'à la fin. Le processus de vote nous permet de prédire le résultat. J'espère qu'après le résultat, les gens seront gouvernés par les personnes pour lesquelles ils ont voté et qu'ils seront heureux. En politique, il s'agit de pratiquer la démocratie et d'accepter le résultat. Quel que soit le vainqueur, que ce soit le NAMA, National Movement of Amhara, ou le Prosperity Party au pouvoir, nous devons accueillir le résultat comme cela se doit. Souleymane Raïsouni n'a pas assisté à son audience car les conditions liées à son état de santé ne sont pas remplies, a déclaré son avocate Souad Brahma à la sortie de l'audience à la cour d'appel de Casablanca. Il était prêt à venir à condition d'être transporté en ambulance et d'avoir un fauteuil roulant, selon ses avocats qui ont demandé une expertise médicale. Son absence a été considérée comme un refus par la cour qui lui a adressé un avertissement. L'administration pénitentiaire a, elle, accusé le journaliste vendredi de chercher à tromper l'opinion publique en observant une pseudo-grève de la faim. Raïsouni, rédacteur en chef du journal Akhbar Al-Yaoum, en banqueroute depuis mi-mars, est poursuivi pour agression sexuelle après une plainte déposée par un militant LGBTQ pour des faits qu'il conteste. Pour ses soutiens, il s'agit d'un procès politique. Ce week-end, le journaliste de 49 ans a été hospitalisé à 2 reprises après avoir perdu conscience, selon ses avocats.
Il frôle la mort, a affirmé son épouse, Kholoud Mokhtari. Arrêté fin mai 2020, Souleymane Raissouni dit avoir perdu, depuis, plus de 35 kg, dont 18 kg pendant sa grève de la faim lancée pour dénoncer la grande injustice de sa détention préventive. La justice a rejeté toutes ces demandes de remise en liberté malgré une forte mobilisation au Maroc et à l'international. Omar Hadi, un reporter de 34 ans, est également en détention préventive depuis près de 11 mois pour des accusations de viol et d'espionnage qu'il conteste lui aussi. L'audience de la journée, qui se tenait dans le même tribunal, mais dans une autre salle, a été consacrée à des questions de forme avant d'être également renvoyée au 29 juin. Il y avait beaucoup de blessés et de morts. On marchait sur eux et dans leur sang, a déclaré un témoin, dans la maison située près de ce marché de la localité de Togoga, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale régionale Mekele, a été totalement détruite dans l'explosion. Le bilan précis était encore inconnu mercredi, l'accès à la zone étant bloqué par des soldats, d'après des témoins, médecins et ambulanciers interrogés par l'AFP. L'armée éthiopienne mène depuis novembre une opération militaire dans cette région du nord du pays contre les forces des anciennes autorités régionales. 6 blessés, dont 3 enfants âgés de 2, 3 et 6 ans, ont pu atteindre l'hôpital de Mekele, a indiqué un responsable des urgences sur place. Mais il y a 45 personnes blessées qui sont bloquées et sont en danger de mort, a-t-il ajouté. Selon les témoignages recueillis par l'AFP à Mekele, la frappe aérienne a touché mardi à la mi-journée un marché fréquenté de Togoga. Plusieurs évoquent l'heure de 13h heure locale. Ma maison a été totalement détruite. Nous avons été enterrés sous les murs et le toit, a raconté le témoin de 20 ans, affirmant être sûr que ça venait des airs. La famille d'un homme grièvement blessé et soigné à Mekele a déclaré à l'AFP que 2 explosions aériennes ont frappé le marché et ses environs. Aïlou Kebede, responsable d'un parti d'opposition au Tigré, dont le frère tient un étal au marché, a indiqué que le marché était particulièrement fréquenté, alors que la saison des plantations approche. Son frère lui a raconté que c'est vers la mi-journée qu'un ou plusieurs avions ont bombardé le marché, a-t-il relaté. En novembre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré pour arrêter et désarmer les dirigeants du TPLF, parti à l'époque au pouvoir dans cette région. Cette opération de maintien de l'ordre a été décidée après que les forces pro-TPLF ont attaqué des bases militaires, avait affirmé Abiy Ahmed.